L'homme le plus riche de Babylone. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le titre d'un des ouvrages les plus populaires en matière d'éducation financière, en matière de gestion de finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons voir 7 points essentiels qui sont mentionnés dans ce livre. C'est un livre extraordinaire que je vous invite à aller lire. Si vous ne le connaissez pas, je vais déjà vous dévoiler des notions importantes qu'on retrouve dans cet ouvrage. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Nombre de mes projets ont été acclamés et primés à l'international. Mes ouvrages se sont écoulés à plus de 20 000 exemplaires à travers le monde et j'ai formé plus de 5 000 personnes à ce jour sur les thématiques liées à l'entrepreneuriat, au business, au leadership et au mindset. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Aujourd'hui, on va parler de gestion de finances personnelles et on va aborder certains principes qui sont des principes clés, qui sont des fondamentaux. Avant que je ne plonge dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous serez informé de toutes les vidéos que je partage ici quasi quotidiennement et notre communauté va continuer à grandir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui découvrent cette vidéo et cette chaîne pour la première fois et vous expliquer un peu de quoi on parle ici. Alors, vous êtes sur la chaîne des rocks, des personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. ROC. Nous parlons donc ici de business, d'entrepreneuriat, de leadership, de mindset, de développement personnel, bref, de tous les sujets qui permettent vraiment à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Pour exploiter son potentiel au maximum, il faut beaucoup de discipline. De la discipline dans différents domaines. En parlant de discipline, je pense qu'un des sujets ou un des domaines dans lesquels c'est véritablement difficile d'en faire preuve, c'est la gestion de l'argent, n'est-ce pas? Alors, se dire qu'on veut améliorer ses finances, c'est une chose. Parvenir à le faire, c'en est une autre. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Il y a des techniques, il y a des méthodes qui sont simples à comprendre, plus difficiles à mettre en pratique, mais qu'on peut déjà comprendre au moins et avec la volonté progressivement mettre les choses en route. Ce sont des principes que vous connaissez, peut-être pas tous, mais en grande partie. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est important de suivre ce dont nous allons parler de façon rigoureuse. Parce que lorsque vous voulez vous imposer une discipline et que vous avez des règles, que vous avez des éléments sur lesquels vous pouvez vous focaliser, c'est beaucoup plus simple de se dire « je ne dois pas faire ci, je dois faire comme ça ». Plutôt que de se dire simplement « je veux aller en voyage au Nicaragua ». D'accord, mais comment tu fais pour aller en voyage au Nicaragua? Quelles sont les étapes? Quelles sont les différentes méthodes que tu peux utiliser, les différents ressorts sur lesquels tu peux t'appuyer pour espérer atteindre ton objectif? Dans cet ouvrage que je vous invite à lire, je le répète, il est vraiment intéressant. Il y a un certain nombre de principes qui sont abordés. Le premier, c'est la loi des 10%. C'est-à-dire que vous devez absolument mettre de côté 10% de tout ce que vous gagnez. Peu importe que ce soit le revenu d'une activité commerciale, d'une entreprise que vous avez créée, des dividendes, que ce soit un salaire, que ce soit un héritage, peu importe, tout ce que vous parvenez à gagner financièrement, vous devez mettre 10% de côté. Et ce qui est important, c'est de le faire avant les différentes dépenses que vous allez engager. Ça, c'est le véritable secret. Parce que beaucoup de gens sont au fait qu'il faut mettre 10% de côté, mais ils ne savent pas trop comment faire et ils font d'abord toutes les dépenses du mois, ils vont gérer leur loyer ou alors s'ils habitent déjà chez eux, ils vont acheter le carburant, acheter les vivres, etc. Et à la fin, on se dira « oh tiens, il faut que je mette un peu de côté ». Non, il faut faire le chemin inverse. Commencez par mettre 10% déjà de côté et avec le reste, vous vous débrouillez pour faire face à vos charges. C'est ça le véritable secret. Donc mettez 10% de côté dès que vous recevez de l'argent, dès que vous faites rentrer de l'argent, dès que vous avez une rentrée d'argent. Premier point. Second point, qui est relié au premier, vous devez donc vous organiser pour ne dépenser que 90% de vos revenus au maximum. C'est-à-dire que toutes vos dépenses, toutes vos charges, qu'il s'agisse des charges courantes ou des charges exceptionnelles ou des dépenses de plaisir, de prestige, tout ce que vous voulez, toutes ces dépenses-là ne doivent pas dépasser 90% de vos revenus, quels qu'ils soient.
Donc si vous gagnez 100 000, ça ne doit pas dépasser 90 000. Et c'est justement parce que on a du mal à tenir dans la limite que l'on conseille fortement de mettre les 10% évoqués au premier point de côté avant les dépenses. Donc si vous gagnez 100 francs, vous mettez 10 francs de côté, 10 francs qui vont vous servir justement à investir, et les 90 francs restants, vous les utilisez pour toutes vos dépenses. On est bien d'accord. Donc le deuxième point, c'est 90%, c'est de pouvoir plafonner ses dépenses à 90% de ses revenus. Le troisième point, c'est d'investir justement. Parce que l'épargne, lorsqu'elle n'est que de l'épargne, elle n'est pas forcément utile. Si vous laissez de l'argent dormir sur un compte bancaire ou sous votre matelas, il va perdre de sa valeur. Cet argent va perdre de sa valeur, forcément. Puisque l'inflation est un phénomène continu. Et au fil des ans, la vie coûte de plus en plus cher. Et donc, 1 million de francs CFA aujourd'hui n'aura pas la même valeur dans 4 ou dans 5 ans. On est bien d'accord. Nous sommes en plus dans une passe où c'est beaucoup plus facile à comprendre puisque l'inflation nous frappe tous de plein fouet et le rythme auquel ça va depuis quelques années est beaucoup plus élevé que le rythme habituel ou conventionnel. Donc, l'argent perd de sa valeur au fil du temps. Il est donc important de l'investir, d'investir ce que vous avez pu mettre de côté. Donc, ces 10% là que vous avez pu mettre de côté, il faut investir cette somme dans des projets sûrs, solides. C'est là que c'est compliqué. Parce qu'évidemment, on n'a pas forcément il n'y a pas de garantie à 100%. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut éviter tout ce qui présente un trop grand risque jusqu'à ce que vous ayez une situation qui vous permette de jouer, entre guillemets, un peu avec l'argent. C'est-à-dire que lorsqu'on atteint un certain niveau, on peut se dire, bon, ce business ou cette opportunité, je n'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Voilà, donc je peux mettre 100 francs, 200 francs, ça dépend. Vous aurez peut-être 500 000 à mettre, peut-être 5 millions. Pour d'autres personnes, 50 millions, ce sera vraiment peanut, pas grand-chose. Et ils pourront essayer d'investir dans des projets qui sont peut-être un peu à risque. À ce moment-là, on parle de la perte acceptable. Qu'est-ce que je suis capable d'investir et de perdre sans être affecté? Mais quand vous n'êtes pas encore à ce stade, quand vous n'avez pas un niveau de revenu qui vous permette de faire ça, alors essayez d'investir dans des choses qui soient plus ou moins sûres. Il y a toujours une part de risque, mais limitée. Limitez justement les risques et ne vous précipitez pas justement dans ces opportunités dont on parle, supposées opportunités qui promettent des intérêts mirobolants. Lorsque c'est trop gros, dites-vous qu'il y a un piège. Et une fois que vous avez investi, ce que recommande l'auteur de ce livre, c'est donc de miser sur la puissance des intérêts composés. Et les intérêts composés, c'est juste magique. Il y a plein de calculateurs en ligne. Je vous invite à aller sur Google, faites une petite recherche, calculateur intérêts composés, et vous pourrez en trouver un et faire une simulation. Il s'agit par exemple de définir 1 million de francs CFA en capital initial, en rajoutant que tous les mois, vous allez mettre 100 000, d'accord, dans une activité ou dans un projet ou dans un produit qui génère, allez, on va dire 6-7% d'intérêt. Vous pouvez définir tout ça dans le calculateur. Vous allez vous rendre compte que si vous ne touchez pas au capital, ni aux injections supplémentaires, puisque tous les mois, par exemple, vous vous engagez à mettre 100 000 en plus, vous vous rendrez compte qu'au bout de 10, 15 ans, 20 ans, la somme que vous aurez sera extraordinaire. Extraordinaire. Ce sont des montants explosifs. Donc, je vous invite à faire ce petit jeu-là avec un simulateur d'intérêt composé ou un calculateur d'intérêt composé, vous trouverez sur Internet. Et vous verrez pourquoi est-ce qu'il est conseillé justement d'investir et de ne pas toucher aux investissements tout de suite. Mais pour ça, il faut continuer à gagner de l'argent. Donc, il faut que vos sources de revenus continuent à fonctionner pour vous permettre de vivre. Pendant que l'argent investi, vous ne le touchez pas et vous attendez pour pouvoir récupérer plus gros beaucoup plus tard. Le principe numéro 4 est très important. Il s'agit d'investir dans ce que vous comprenez. On parle aujourd'hui de crypto-monnaie, on parle d'NFT, on parle de plein de choses. Ce ne sont que 2 exemples là. Il y a plein d'autres choses, plein de nouvelles activités, de nouvelles opportunités qui possèdent une part de risque, mais qui fonctionnent également très bien pour certains. Avant, je vous invite bien sûr à suivre le développement, je l'ai dit dans une vidéo, à ne pas être des analphabètes du 21e siècle, à essayer de comprendre comment est-ce que toutes ces nouvelles choses fonctionnent.
mais il faut le faire cette démarche d'apprentissage d'abord avant d'investir. C'est valable pour tous les business traditionnels. Si vous voulez investir par exemple dans l'achat et la revente d'huile rouge, vous ne pouvez pas le faire sans étudier un minimum le secteur pour comprendre comment ça se passe. Il ne s'agit pas d'aller discuter avec quelqu'un qui est dans le domaine pendant 1h30 et de se dire après voilà j'ai tout compris, je vais investir la moitié de mon épargne, ça n'a pas de sens. Vous devez prendre le temps de vous informer. Si c'est sur Internet et que ce sont des informations qu'on peut avoir sur Internet, faites-le. Si vous êtes intéressé par une activité qui nécessite de l'interaction avec les gens sur le terrain pour comprendre, allez-y, allez chercher l'information. Comprenez les contours du business, comprenez les risques, comprenez également tous les tenants et les aboutissants. Et à ce moment-là, vous pourrez dire au bout d'un moment, bon, là, je suis prêt, je peux essayer et advienne que pourra, mais au moins, je crois avoir compris un petit peu, sans être un expert, je crois avoir compris de quoi il s'agit. Donc, ne vous précipitez pas, ne mettez pas votre argent dans n'importe quoi parce qu'un ami vous a dit que nanani nanana. Si quelqu'un vous propose quelque chose ou même vous suggère quelque chose, dites-lui merci et faites après vos propres recherches pour faire votre analyse, mener un raisonnement cohérent et voir si vous êtes en mesure d'aller vers cette option. C'est très important. Le point numéro 5 qui est évoqué dans ce bouquin concerne votre lieu d'habitation. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ce point-là, mais ça se vérifie dans un certain nombre de cas. L'auteur explique qu'il est beaucoup plus intéressant d'acheter son lieu d'habitation plutôt que de payer un loyer. Dans l'absolu, nous sommes d'accord, c'est une évidence. Plutôt que de payer tous les mois une sorte de rente pour pouvoir dormir, manger et donc pour avoir un toit, il est préférable d'acheter une maison. Seulement, moi, je mets un petit bémol là parce que le contexte dans lequel ce livre a été écrit il y a plusieurs décennies n'est plus le même. Lorsque je prends simplement le cas du Bénin, qui est le pays dans lequel moi j'ai grandi, les terrains que les gens achetaient, les terrains nus, que nos parents, toutes les personnes qu'on connaît achetaient, il y a 20, 30 ans, quand on était gamin, étaient à des prix beaucoup plus accessibles au prorata de leurs moyens qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes de la génération précédente qui possèdent des pavés comme ça, des terrains, je veux dire, vous voyez les documents, ils ont des pavés, ils en ont plein, parce qu'ils ont eu la possibilité d'acheter, d'investir et d'acheter des terrains à des moments où les prix étaient plus ou moins intéressants, en tout cas plus abordables qu'aujourd'hui. Pour acheter un terrain aujourd'hui et construire une maison, c'est plus compliqué, étant donné la cherté de la vie. Les terrains coûtent plus cher et il y a aussi beaucoup de dépenses que l'on doit faire aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, quasiment tout le monde doit payer un abonnement satellitaire pour la télévision. Il faut avoir Internet à la maison, au bureau. Je laisse même le bureau parce que c'est pro. À la maison, généralement, sur son téléphone portable également, parce qu'on est en mouvement tout le temps et qu'on fait quasiment tout avec les téléphones. Donc, pour ne citer que ces cas-là, voilà, il y a plein de nouveaux postes budgétaires qui existent pour chaque personne et donc c'est un peu plus compliqué. En attendant de pouvoir acheter une maison ou construire une maison, vous êtes obligé de rester en location. Donc, c'est à vous de faire en sorte que le bien que vous choisissez, le bien que vous louez, vous permette de rester avec toutes les autres dépenses, dans cette marge de 90% de vos revenus dont on parlait. Et une fois que vous pourrez acheter ou construire une maison, faites-le. Là, je suis d'accord, c'est une très bonne option quand on le peut, mais il ne faut pas que ce soit une obsession parce que c'est également beaucoup d'argent qu'on met en une fois lorsqu'on achète une maison ou qu'on construit une maison. Et c'est de l'argent qu'on va amortir sur la durée. Alors que ce genre de somme, si vous devez acheter et construire une maison à 30, 40 millions quelque part, c'est juste un exemple, à ce moment-là, imaginez tout ce que vous pouvez faire comme investissement avec 20, 30 millions, 40, 50 millions, qui peut vous rapporter de l'argent progressivement en attendant de construire. Donc pour moi, en fait, c'est une question de timing. Il faut bien choisir le moment où vous faites un achat de maison. C'est très important. Choisissez bien le moment. Sinon, ça peut vous priver de ressources que vous pourriez investir dans d'autres business en attendant. Donc, voilà un peu pour le point 5. Et le point 6 est celui de, on va dire, l'assurance. Les assurances, en quelque sorte. Alors, dans ce livre, il est question de méthode. L'auteur attire l'attention des lecteurs sur le fait qu'il faut pouvoir prévoir. Il faut avoir, on va dire, des soupapes.
Dans les moments difficiles, comment vous faites? Qu'est-ce qui constitue votre assurance? Aujourd'hui, il y a les assurances vie qui ne sont pas aussi chères qu'on peut le penser, qui peuvent donc être utiles si un jour vous partez précipitamment, ce que je ne souhaite à personne, mais ce sont des choses de la vie, ou que vous vous retrouvez dans des situations d'invalidité, etc. Les polices d'assurance vie sont multiples, les clauses sont différentes, donc ça dépend de ce que vous recherchez. Il y a également les assurances retraite, il y a toute une batterie de propositions qui existent, les fonds de pension et tout ça, pour pouvoir garantir un petit peu le lendemain, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut penser à la retraite, mais avant la retraite même, vous pouvez avoir des coups durs dans la vie. Alors comment vous réagissez à ce moment-là? Donc c'est important de se constituer un bas de laine, mais pas de l'argent qu'on thésaurise en liquide forcément, non. C'est de pouvoir trouver les bons véhicules dans lesquels on investit et qui permettent donc d'avoir une assurance pour l'avenir. Le dernier point que nous allons aborder, dernier point extrait de ce livre, et je précise, je fais une parenthèse, je précise à nouveau qu'il y a bien d'autres aspects intéressants dans le bouquin. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, qui sera plus exhaustive ou qui parlera d'autres points. Mais ces 7 points me paraissaient essentiels. Alors, le 7e point consiste à continuer à travailler sans relâche pour faire croître ses revenus. Je vais décomposer ça en 2 sous-points. Le premier sous-point, c'est de multiplier ses sources de revenus. Si vous regardez sur la chaîne, vous trouverez des vidéos dans lesquelles j'ai déjà parlé des différentes sources de revenus qu'on peut avoir, etc. Il faut travailler constamment à démultiplier ces sources de revenus. Évidemment, on ne peut pas en avoir une seule. Mais même 2, 3, je veux dire aujourd'hui, c'est assez rare. Il y a une étude qui a été faite très sérieuse dans plusieurs pays, donc une étude transversale ou transnationale, si vous voulez, qui explique bien que la plupart des millionnaires en dollars, et ça s'applique à toutes les personnes qui ont un certain niveau de revenus dans le monde, sont des personnes qui ont au moins 7 sources de revenus différentes. Donc, vous voyez bien qu'il faut continuer à démultiplier les sources de revenus au fur et à mesure qu'on avance, guetter les opportunités. Il faut même avoir déjà des projets d'investissement écrits, rédigés quelque part et pouvoir implémenter quand on gagne de l'argent. Parce que quand on n'a pas ces choses-là, quand l'argent tombe, on fait un peu n'importe quoi. Il faut savoir déjà dans quoi on veut investir, donc être en réflexion plus constante. Donc augmenter ses sources de revenus au fur et à mesure. Et puis le deuxième sous-point, c'est faire grossir justement chaque source de revenus. Si vous avez déjà des revenus, des sources de revenus existantes, vous n'allez pas les négliger pour en développer d'autres. Vous allez en développer d'autres en vous assurant que vous faites grossir celles qui existent déjà. On est bien d'accord. Si par exemple vous êtes un auteur, que vous avez un ouvrage, travaillez à augmenter vos ventes continuellement pour que les recettes issues de cette activité, qui s'apparentent un peu à des royalties, enfin c'est même pas ça s'apparente, ce sont des royalties généralement, que ça vous permette d'investir ailleurs. Gagnez plus, si vous vendez plus, vous allez gagner plus, vous pourrez investir plus. Donc faites grossir cela. Si vous êtes cadre dans une entreprise, eh ben, vous devez avoir un plan pour progresser. Si votre but c'est de faire carrière, de rester dans une entreprise ou dans une autre multinationale, peu importe, vous devez avoir un plan qui vous permette de passer à des niveaux plus élevés au fur et à mesure pour gagner plus d'argent puisque c'est une de vos sources de revenus. Donc faites grossir les sources de revenus existantes et développez-en de nouvelles. Voilà un petit peu pour le 7e point. Et j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Et quand on arrive à en avoir, il faut en faire bon usage. Car la richesse, ce n'est pas équivalent à la quantité d'argent que l'on a, mais c'est la quantité d'argent que l'on peut garder, investir et fructifier, surtout. Ce n'est que comme ça qu'on crée de la richesse. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous pour aujourd'hui. J'espère que ce sera utile. Partagez cette vidéo autour de vous si vous voulez bien. Ça aidera certaines personnes, assurément. Et je laisse des liens dans la description pour toutes les personnes qui voudraient booker 1 heure de coaching, que ce soit du business coaching ou du personal coaching, 1 heure de coaching avec moi. Ça se fait par téléphone et vous pouvez voir les détails, aller sur mon site. Je laisse également les liens pour les différents ouvrages que je propose, pour l'album de développement personnel Soyons Rock, donc de la musique de développement personnel et pour plein d'autres choses. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite et en attendant qu'on se retrouve pour un autre sujet, n'oubliez pas, prenez soin de vous,
de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental et de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.